Et 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Olivier Laplot, un rescapé du Bataclan. Absolument, il est aussi vice-président de l'association Life for Paris, association qui regroupe des rescapés et des familles de victimes du 13 novembre. Bonjour et bienvenue à vous, Olivier Laplot. Bonjour Thomas. Ce sinistre 13 novembre 2015, vous étiez au Bataclan, vous assistiez au concert des Eagles of Death Metal avec votre femme. Presque 6 ans après, quelle image, quel souvenir vous gardez de cette soirée-là ? Au bout de 6 ans, c'est des choses qu'on finit par oublier un petit peu, qu'on commence à mettre un peu de côté. Mais je vous avoue qu'avec le procès qui a donc commencé le 8 septembre, il y a des choses qui commencent à revenir. Et puis les semaines qui sont passées justement depuis le début, avec les constatations, avec certains volets qui ont été abordés, font remonter quand même un certain nombre de choses. Et puis voilà, ça commence à être un peu dur, oui. Ce 13 novembre, vous êtes donc dans la salle de Bataclan, vous êtes au balcon, vous êtes à l'étage face à la scène, c'est ça. Qu'est-ce que vous vous dites sur le moment quand vous comprenez qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme ? Comment vous réagissez ? Comment vous vivez ça ? Je ne comprends pas tout de suite. Ça se joue vraiment en dixième de seconde. C'est ma femme qui reconnaît le bruit d'une arme. Moi, je pense à un problème technique qui me tire par le bras et qui me mène vers le sol. Et puis c'est là qu'on commence à ramper vers la sortie de secours et qu'on se rend compte que la sortie de secours n'est pas une sortie de secours à proprement dit, puisqu'elle nous fait passer par la salle et que, évidemment, dans le cas qui se présentait, c'était pas possible. Et donc on suit un peu la foule et on se retrouve à se cacher dans une loge qui était entre deux étages. Et c'est là que commençait une attente très très longue et voilà. Combien de temps vous restez prisonnier dans cette salle, en quelque sorte ? On reste à peu près 2h30, le temps que la BRI nous évacue, avec très vite l'un des terroristes qui explose derrière le mur, vraiment, puisqu'on était vraiment collés à la scène. Là, vous avez, pardon, mais le son, mais pas l'image. Vous comprenez ce qui se passe ou pas ? Vous avez conscience de ce qui se passe ? On a, une fois que le problème était identifié, si je puis dire, on comprend le danger, effectivement. Et quand on rentre dans cette loge, on essaie de se rassurer en se disant que, voilà, on est loin de l'action, entre guillemets, et que, finalement, il y a beaucoup de gens qui d'une certaine façon, et c'est très dur à dire, mais qui font un petit peu écran à nos situations, puisqu'on était vraiment au fond de la loge. Vous êtes combien dans la loge à ce moment-là ? On doit être une trentaine. C'est difficile à évaluer, surtout qu'on était dans le noir, mais je l'évalue à peu près une trentaine, en tout cas plusieurs dizaines de personnes, dont une personne blessée qui était maintenue au sol, qui était blessée à la jambe. Et voilà, et en fait, tout s'est fait très rapidement. On entend un petit peu les bruits à l'extérieur, les bruits de tir. Et comme je vous disais, et c'est là que la temporalité était vraiment très floue pour nous. Et je me suis rendu compte, là, en étant au procès, que Samia Moumour a explosé sur la scène que seulement 10 minutes après qu'on soit rentré dedans. Le kamikaze, en fait, voilà. ça vient assez vite. Ça vient très, très vite, en fait. Dans quel état est votre cerveau ? Il se met en mode secours dans ces cas-là ? Vous dites que vous allez mourir, vous êtes en panique. C'est des moments auxquels on n'est évidemment pas préparé ? Alors, oui, le cerveau fonctionne vraiment très différemment selon chacun. Moi, en l'occurrence, c'était vraiment une espèce d'hypervigilance où on était très, très conscient de ce qui se passait. Ouais. D'autres personnes qui étaient autour de nous dans la loge étaient complètement en panique et on essayait justement de les rassurer un petit peu en essayant de trouver les mots et puis aussi en essayant de faire silence, si je puis dire, parce qu'on ne savait pas du tout ce qui pouvait nous attendre et on voulait évidemment se faire le plus discret possible. Mais voilà, ça a été encore une fois un long moment d'attente, même si en n'entendant plus rien dehors, on a eu espoir que les choses finissent assez rapidement. Elles se sont pas finies aussi rapidement qu'on l'espérait, mais voilà, en tout cas, elles se sont. Vous avez mis combien de temps à réaliser ce que vous aviez vécu ? Après, dans les jours, les semaines qui viennent, comment on sort de là ? On a réalisé très vite. Et encore une fois, on était maintenus, on était en dehors de l'action et on était très protégés d'une certaine façon. En tout cas, on s'en est rendu compte après. Vous dites « on », c'est votre femme et vous, ou c'est une façon de se protéger et de parler de toutes ces personnes qui étaient dans le Bataclan ? C'est à la fois ma femme et moi et le reste des personnes qui étaient à l'intérieur. Maintenant, on est très vite ramené à la réalité quand on descend avec la BRI, qu'on est obligé de traverser la fosse et qu'on est très très vite ramené à la réalité. On a beau vous dire regardez en haut, allez droit devant vous vers la sortie. Malheureusement, sans vouloir donner de détails, mais on est amené à glisser et à buter contre des corps et donc à être vraiment spectateur de l'horreur qu'a pu être cette soirée-là. Et voilà, là où on était maintenu dans une espèce de cocon pendant 2h30,
Voilà. Là, c'était vraiment la très très dure réalité de la chose. Et c'est qu'en sortant et en étant ensuite évacué vers une cour de la rue Oberkampf qu'on a réalisé à Vous quel point comprenez. la soirée avait été horrible et qu'on a pu aussi apprendre ce qui s'était passé ailleurs dans Paris. Il y a donc ce procès historique, hein, procès fleuve, procès éprouvant, vous l'évoquiez. Vous en attendez quoi? C'est une thérapie pour vous? C'est un mal nécessaire? C'est Plus un mal nécessaire qu'une thérapie. Thérapie, c'est peut-être un petit peu fort. On espère effectivement y trouver des réponses et puis fermer un chapitre derrière. Mais pour ça, effectivement, il faut passer par des moments extrêmement durs. Je parle des dernières semaines parce qu'entre les constatations qui étaient racontées par les experts sur les différents lieux d'attaque, le volet des revendications aussi, qui était beaucoup plus dur que je l'aurais pensé, puisque on a eu droit à des images et des sons qui étaient très très durs à entendre. C'est très très éprouvant. C'est très très éprouvant pour tout le monde. Alors on va chacun y trouver un peu nos réponses, hein, mais je pense que chacun va faire son chemin pendant les 9 mois. Vous allez avoir un moment particulièrement difficile, c'est le 18 octobre, vous êtes appelé à témoigner. Vous aurez Salah Abdeslam les yeux dans les yeux. Comment vous appréhendez ce moment où vous le regarderez en face? Alors il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion de le regarder en face. J'étais au procès de Bruxelles en 2018, où il était jugé pour une fusillade qui a précédé son arrestation quelques jours avant. Et donc j'ai déjà pu, d'une certaine façon, plonger un peu mes yeux dans les siens pour évaluer un petit peu aussi son état d'esprit ou sa personnalité. À la barre, on va avoir les accusés un peu derrière nous, ce qui n'est pas forcément plus mal parce que ça nous permettra de garder une certaine contenance, si je puis dire. C'est un moment effectivement très compliqué parce que on a besoin d'exprimer un certain nombre de choses. De mon côté, je pense que je vais essayer d'exprimer quelque chose d'assez général, de porter aussi la voix de personnes qui pourront pas trouver la force de témoigner ce soir-là. Enfin, de témoigner Je me permets de lire, parce qu'on les voit, vous avez beaucoup de tatouages, Olivier Laplot. Est-ce que cet épisode-là aussi, vous l'avez gravé sur votre corps ou pas? Je l'ai gravé sur mon corps avec ce tatouage-ci. Pour me rappeler qu'à la fois j'ai vécu un moment tragique et il est symbolisé par ce pansement d'une certaine façon, donc une blessure par cet événement, mais qui me fait me rappeler aussi qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, comme aller à des concerts de rock, et ça me permet de m'en souvenir, mais sans que ça soit trop présent. J'ai une dernière question. Votre couple a survécu à ce drame. Vous avez même eu un petit garçon qui a, je crois, aujourd'hui 3 ans et demi, hein, c'est ça? 3 ans et demi. Vous lui en parlerez forcément un jour. Est-ce que vous lui direz qu'il faut pardonner? C'est très compliqué. Je suis dans l'apaisement de façon générale. Maintenant, j'ai tendance à dire qu'il y a des choses qui sont d'une certaine façon impardonnables parce qu'elles ne peuvent trouver aucune justification. Là, on parle de barbarie totale. Donc, je lui expliquerai le contexte, je pense. Je lui expliquerai ce qui s'est passé et je lui expliquerai surtout qu'aujourd'hui, son père et sa mère font mieux et que c'est à lui qu'on va se consacrer. Merci beaucoup, Olivier Laplot, d'être venu. Je rappelle votre association, vous êtes vice-président de Life for Paris. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ceux qui ne sont pas sortis, ni du Bataclan, ni du Stade de France, ni des terrasses. On pense énormément à eux avec les témoignages qui commencent et ça va être une période très très dure pour eux.